Ok, c'est quoi le programme du classé 18+, là, aujourd'hui? Du quoi? Du classé 18+, l'émission qu'on est sur... Ah non, à moins qu'on soit pas sur le point de tourner un classé 18+, je me suis peut-être trompé d'émission, Non, autant je pour moi. t'arrête tout de suite. Classé 18+, déjà, et puis le... Enfin, ça va pas le faire. Ok. Je retourne manger mon yaourt, du coup. For your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Kevin. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+, un numéro placé sous le signe du travail, parce qu'on a pas mal travaillé pour vous le faire. Mais vous allez voir ça avec le sommaire. Effectivement. Alors en fait, c'est un numéro plus spécialement placé sous le signe de ton travail, puisqu'on commence avec ta critique du mode online de Uncharted 4. Et on enchaîne avec ma critique de Shadow of the Beast sur PS4. Voilà. Mais tout de suite, tes mes news. news. L'Amérique est à genoux, occupée par une force étrangère. On commence ces news 18+ avec un style de grogne social et le trailer de lancement de Homefront The Revolution. Mais nous nous relèverons. On rappelle qu'on a affaire ici à un reboot qui part toutefois sur des bases assez similaires au FPS de Feu THQ sorti en 2011, c'est-à-dire que les States sont occupés par une force étrangère. Vous appartenez à une résistance basée sur Philadelphie et devez vous inscrire dans un processus de guérilla afin de libérer votre Tiekar. Le pitch est donc à peu près le même. Simplement, le précédent Homefront avait marqué les joueurs de manière plutôt négative, notamment à cause de sa piètre réalisation. On se demande du coup si c'est vraiment judicieux de reprendre le nom. Quoi qu'il en soit, on vous reparle de ce nouvel Homefront dans le prochain numéro de Classé 18+, dans le cadre d'une critique dans les normes en vigueur. D'ici là, attendez, avant de faire un achat que vous pourriez regretter. Ce jour restera gravé dans les mémoires. Notre deuxième guerre d'indépendance a commencé. On enchaîne avec un autre trailer de lancement, d'une valeur probablement plus sûre cette fois. Doom est désormais disponible et se pointe avec un solo qu'on imagine violent, un multi qu'on espère sportif et un éditeur de niveau idéalement accessible. On aura les réponses à toutes ces interrogations dans la critique diffusée dans le prochain numéro de Classé 18+ également. Between our world and theirs. Batman retourne à Arkham, dans Batman Return to Arkham. J'ai fait exprès. Il n'empêche qu'en juillet prochain, les joueurs pourront à nouveau traîner dans Arkham Asylum et Arkham City, et ce sur PS4 et Xbox One. Welcome to the madhouse, Batman! Une initiative bienvenue dans la mesure où ces deux titres, sortis sur console ancienne génération, sont ce qui s'est fait de mieux avec Batman dans un jeu vidéo. Mais c'est aussi dommage quand on imagine que d'ici quelques temps, on nous ressortira une compile avec Arkham Knight inclus dedans. Quoi qu'il en soit, attendez-vous avec Return to Arkham à un aspect visuel encore plus plaisant et évidemment tous les DLC des deux jeux. En revanche, pas d'annonce concernant une éventuelle version PC. Ah, je suis taquin aujourd'hui. Any last requests? How about a joke? Batman must save Gotham. All your sacrifices, and yet you are the one to blame. The joke's on you. I will break you, Batman! Heads or tails, kitty cat. Or you gonna be a good boy and give up nicely? You cannot stop me. Soon I will command forces beyond your comprehension. My
Dear delusional Dark Knight, you will die. Good afternoon, 47. Le week-end dernier se déroulait la toute première session de cible insaisissable dans le dernier Hitman. Un exercice limité dans le temps et pas spécialement évident, puisqu'on n'avait qu'une seule chance de mener à bien cet assassinat. Le principe est vraiment sympa et pousse les joueurs à faire preuve d'encore plus de prudence et d'ingéniosité pour éliminer leurs cibles. On espère du coup voir d'autres events de ce genre défiler d'ici la sortie du 3e épisode, prévu pour bientôt on imagine. Good luck. Now they control the entire Manhattan La airspace. prochaine grosse mise à jour de The Division arrive incessamment sous peu, et avec elle tout un tas de nouveautés qui font bien plaisir. À commencer par une nouvelle incursion, baptisée Clear Sky, qui vous oppose aux Rickers, le gang de casseurs qui vient tout juste d'investir une ancienne base du LMB, avec un accès à plein d'armes anti-aériennes. Ouais, c'est relou pour les hélicoptères. Cette mise à jour apporte également son lot de nouveaux matos de haut niveau, ainsi que plein de nouvelles cibles, des élites, qui se baladent dans Manhattan et qu'il faut donc éliminer. Dernière nouveauté, et pas des plus dégueulasses, la possibilité de couper la corde lors d'une extraction dans la Dark Zone. Le genre de move de bâtard qui va générer des rogues en 2 secondes et rendre les sessions dans cette partie de la carte encore plus stressantes. On espère simplement que parallèlement à ces contenus plutôt étoffés, Massive Entertainment bosse également sur ce problème de cheaters et d'exploiters qui pourrissent un peu l'expérience en ligne. When I was a lad, my old nan would tell me stories of magical places. On continue avec énormément de plaisir, et cette annonce presque inattendue de la date de sortie de la prochaine extension de The Witcher 3, baptisée Blood and Wine, presque tout ce qu'on aime. Cet add-on, qui promet plus d'une 30aine d'heures de jeu, vous amène à visiter la région de Toussaint, un bled complètement épargné par la guerre où il fait bon vivre, le bon vin y étant en partie pour quelque chose. Mais bien évidemment, pour que le sorceleur s'y pointe, c'est qu'il y a un truc qui déconne. Il faut s'attendre ici à une tripotée de nouvelles quêtes, de nouveaux PNJ, de nouvelles cartes de Gwent et de nouveaux matos, ainsi qu'à une amélioration de l'interface et de la navigation dans les menus, que ce soit au niveau de l'inventaire, du craft ou chez le marchand. Une initiative similaire à ce qui s'était fait à l'occasion de la sortie du précédent DLC. Comme d'hab, CD Projekt Red semble avoir fait les choses bien, mais on en sera convaincu qu'une fois l'extension retournée dans tous les sens. Et soyez sûr qu'on vous fera part de nos feelings dans un classé 18+ très prochain. It's a land ripe with opportunity, full of wild beasts to slay, maidens to defend, and long-lost treasures just begging to be found. Here a man never pangs with hunger, never wants for company, and never goes anywhere without a drink in his hand. But with all this debauchery and drink, you might wonder, what brought the White Wolf to this land of sheep? Well, I think it's time I told you a story. A beast stalks us, hunts us in the night, and only the Witcher can shake us from this nightmare. On termine ces news 18+ avec un trailer qu'on aurait aimé vous montrer il y a 2 semaines, mais c'était trop tard. Battlefield 1, c'est le nom du prochain gros titre de DICE qui a fait le choix de se focaliser sur la Première Guerre mondiale. Prévu pour octobre prochain, le jeu devrait proposer une campagne solo se déroulant à la fois en Europe et en Afrique du Nord. Le multi, lui, laissera toujours 64 joueurs se friter entre eux, le tout à base de gaz moutarde, de lance-flammes, de tanks et d'avions de l'époque et même de cheval. On imagine que d'ici la sortie, le jeu subira plusieurs phases de bêta. On vous en reparlera donc à cette occasion. En attendant, on vous laisse tranquille avec les images. Alors Battlefield 1, ça fait presque un petit peu chelou
bon, on sait que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, mais de voir un montage un petit peu comme ça, dynamique, très moderne, tout ça, blockbuster, tout ça avec une musique. Bon, ben voilà, on va peut-être revenir dessus après. Là-dessus. Mais voilà, avec des images, avec des trucs et tout, alors qu'on parle. Et une esthétique aussi. Effectivement, avec des designs et tout, alors qu'on parle de la Première Guerre mondiale, quoi. C'est vrai que la Première Guerre mondiale, quand on en entend parler, quand on en voit aujourd'hui des images, c'est toujours des vieilles images d'archives. Et généralement, les films qui en parlent essayent de reproduire un petit peu ce côté vieillot, comme si c'était condamné à être éternellement vieillot. Tu vois, c'est un peu bizarre. À l'époque, c'était pas vieillot quand ça s'est passé. Et là, Battlefield 1, est pas du tout, n'a pas du tout l'air dans ce délire-là. En tout cas, pas sa bande-annonce. Et donc, c'est vrai que ça fait un décalage. On peut se dire, mais attends, c'est plus récent que la Première Guerre mondiale, ce qu'on voit. Alors qu'en fait, quand tu vois, ça m'a l'air plutôt correct ce qu'on y voit. Alors j'ai vu un gros porte-avions avec des gros trucs, c'était un peu... Mais pas un porte-avions, si un porte-avions, c'est possible, un gros bateau en tous les cas qui avait l'air moderne, mais on le voit 2 secondes, donc je sais pas. En règle générale, ça a l'air d'être plutôt fidèle. D'accord. Maintenant, il y a cette musique. Effectivement, donc on fait je suis désolé, ça va être une rubrique maintenant. Ça va être une rubrique. Voilà, je vais être dans le petit point sur le point info. C'est bon, c'est confirmé. On en parlait il y a 2 numéros, on en parlait au dernier numéro. Bien sûr. Là, c'est une tendance, c'est confirmé. Tu sors un trailer de FPS ou de trucs un petit peu 18+, en 2016, tu balances une musique de merde. Si possible, surtout une cover de merde. Parce qu'attention, Seven Nation Army, White Stripes, Jack White. Bien sûr. Moi, c'est un peu mon petit kink à moi. Bien sûr. À moi, il y a plein d'autres. Oui, bien sûr. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Donc là, c'est un remix un peu dégueu. Écoute, c'est comme ça. Maintenant, faut pas oublier qu'à priori, si on entend ce remix-là, l'artiste de base a accepté à un moment donné que ce remix soit fait et utilisé. Donc, évidemment. Bon, quelque part, c'est pas fait dans l'ordre. Alors, Sauf dans celui de David Bowie pour Call of Duty. Alors, ce que je trouve marrant dans ces histoires, c'est fatalement, on va arriver à ce moment de l'année où t'as Battlefield versus Call of Duty, tout ça. Et dans cette guerre maintenant qui dure depuis des années, on commençait à se demander, avant même qu'on nous révèle Infinity Warfare et là Battlefield 1, Infinity Warfare. Avant même qu'on nous révèle ces jeux-là, on se demandait mais qui des deux allait le premier faire un retour sur les guerres d'avant. D'autant qu'il y avait des rumeurs qui parlaient de Battlefield en Première Guerre mondiale. Exactement. Voilà. Et j'ai l'impression que ça a une importance quand même. Effectivement. Voilà. Parce que face au move pas forcément très inspiré de Call of Duty d'aller dans l'espace, on en parlait la dernière fois. Le côté, on fait du neuf avec du vieux, il n'y a pas de meilleur cas pour en parler. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi dans le jeu vidéo maintenant. On dit, mais attends, en fait, peut-être qu'on aurait dû rester un peu plus sur ces thèmes-là, parce que c'était pas si mal finalement. Revenir à la Première Guerre mondiale, moi je trouve ça très pertinent. Et d'autant que dans plein de phénomènes de mode, on se rend compte que la mode, d'une manière générale, c'est cyclique, évidemment. Au bout d'un moment, il faut revenir. Ça fait 30 ans qu'on n'en a pas parlé. Donc voilà. C'est vrai. Donc, là, on retrouve un peu ça. On va voir si c'est inspiré de la part de DICE et d'IA. On verra bien. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez rassurant, je trouve, dans le trailer, c'est qu'on peut vite penser que la Première Guerre mondiale, c'est à prendre vraiment dans le contexte. Ce que je veux dire, c'est chiant dans le sens d'un jeu vidéo. Non, mais tu vois, c'est guerre de tranchées, tout ça. C'est pas, c'était des guerres de position, tu vois. C'est assez ludiquement pas folle a priori. À la grande limite, tu mets une mécanique où tu peux fumer une clope avec un petit casque. Comme ça, tu rentres chez Watt, quoi. C'est ça. Mais voilà. Mais c'est surtout des mécaniques de putain, je veux pas crever à cause du gaz moutarde. Et là, il y a des rats, c'est chiant, ça pue, c'est nul. Donc c'est pas top, tu vois, ça vend pas trop du rêve, mais sauf qu'en fait la Première Guerre mondiale c'était évidemment pas que ça. T'avais les batailles aériennes, les premières vraies batailles aériennes avec genre le Baron Rouge et tout. On voit une référence au Baron Rouge dans le trailer. C'est peut-être lui-même, je sais pas, mais tu sais un triplan rouge comme ça. C'est le Baron Rouge, c'est les premières batailles aériennes. C'est plutôt cool. Les premiers dogfights. C'est ça, c'est ça. Donc c'est plutôt cool. Aussi tout ce qui est la campagne d'Afrique du Nord. On voit, c'est le contexte de Laurence d'Arabie avec la révolte arabe de l'époque et tout ça. C'est d'autres décors, d'autres types de guerres qui n'ont pas été spécialement exploités. C'est ça qu'on n'a pas trop vu jusqu'ici effectivement et qui peuvent être très très cool. C'est des settings un petit peu sexy. Donc je trouve ça plutôt encourageant de les voir essayer d'aller,
c'est une guerre mondiale, on va aller partout. Ouais. Tu vois, vraiment, et montrer les différents types de combats qu'il y a eu à cette occasion. Bon, on verra bien ce que ça donne. En attendant, ce que je te propose, Kevin, c'est de se mater la critique de Shadow of the Beast sur PS4. Je dirais peut-être plutôt d'abord le multi d'Uncharted 4, si ça te dérange pas. Ouais. Ah d'accord, comme on avait dit dans le sommaire. Ah, c'est vrai. On va faire ça. On fait ça. C'est toi qui l'as fait, je crois. Mais oui, c'est moi qui l'ai fait en plus. On va la regarder. C'est fou. La réussite ne se gagne pas. Elle se mérite. On va partir du principe que vous connaissez tous notre avis sur le solo d'Uncharted 4. Et qu'il n'est donc pas nécessaire de revenir sur cet aspect graphique à des kilomètres de toutes les autres productions actuelles sur console, ses situations et ses dialogues excessivement bien joués, mais peut-être une certaine paresse dans les idées de gameplay. Quoi qu'il en soit, comme pour les 2 précédents épisodes, cet Uncharted se pointe avec un mode multi qui permet de prolonger le kiff. On y trouve en revanche une expérience beaucoup plus classique que ce que proposent des jeux comme Uncharted 3 ou plus récemment The Last of Us, tous deux développés par la même équipe. 3 modes de jeu sont proposés ici. Le traditionnel match à mort en équipe, la mise à sac et le mode commandement. Le Team Deathmatch laisse 2 équipes de 5 joueurs maximum se friter sur de la map pas spécialement massive, mais étudiée pour permettre aussi bien de l'affrontement statique que du run and gun dynamique. Le mode mise à sac, quant à lui, demande un peu plus de finesse. Également joué en équipe mais à 4 contre 4, il y est question de subtiliser et de mettre en lieu sûr des idoles. Ils ont l'idole. Pas celles que vous matez sur la chaîne, hein. On parle de ces petites statuettes qui valent des thunes. Ces dernières spawnent de manière aléatoire sur la map et incitent les joueurs à naturellement rusher pour s'en emparer. On a l'idole. Ce qui n'est pas toujours la chose la plus intelligente à faire. Il vaudra parfois mieux se mettre en embuscade entre les joueurs adverses et leur coffre. Et qui, l'ami? Le dernier mode de jeu proposé pour le moment est Commandement, un style de mode conquête où le joueur doit capturer des zones et les tenir le plus longtemps possible pour marquer un maximum de points. Des capitaines, uniquement présents dans ce mode et incarnés de manière aléatoire par les joueurs, bénéficient de plus en plus de bonus, type plus de vie ou plus rapide à ressusciter, à mesure qu'ils capturent des spots stratégiques. Mais si les captains sont précieux, ils sont également la cible prioritaire de l'équipe d'en face, qui n'hésitera pas à les traquer pour marquer plus de points. Au sein de chaque partie, le joueur accumule des sous en fonction de ses exploits, que ce soit en tuant, en ramassant des trésors ou en assistant d'autres joueurs de l'équipe dans leur entreprise. Ces sous peuvent être dépensés au cours de la partie pour améliorer son matos, obtenir des armes lourdes, des complices ou des items mystiques. Ces derniers sont des atouts stratégiques non négligeables et peuvent complètement changer le cours d'un match s'ils sont utilisés intelligemment. On trouve par exemple la colère de l'Eldorado, un style de pilier malsain qui, une fois invoqué, balance des boules téléguidées qui font du dégât. Ou encore le bâton d'Ayar Manco, qui révèle la position de tous les joueurs ennemis. Les complices, quant à eux, sont des IA que le joueur invoque s'il en a les moyens, et qui l'aident sur le terrain. Je vais avoir besoin de renfort. Le colosse désinguera par exemple tout ce qui ressemble à un ennemi avec sa Gatling, alors que le chasseur traquera le joueur le plus proche, puis il l'exposera pour en faire une cible facile. Le type de complice et même le matos embarqué dépend de la classe que vous avez choisie, en sachant qu'on retrouve les classiques assaut, soutien, reconnaissance, etc. Mais le but à terme est de crafter sa propre classe, avec son matos, ses complices et ses compétences passives. Tous ces éléments se débloquent au fil de vos parties, en remplissant différents objectifs. À l'issue d'un match, on gagne aussi des points de relique, qui servent à débloquer une tonne d'éléments cosmétiques, mais aussi des capacités uniques, ces bonus temporaires que l'on peut décider d'utiliser ou non en début de match. Les épreuves, sortes de tutos à plusieurs niveaux de difficulté, sont également un bon moyen de gagner des points de relique. Tout comme les missions quotidiennes d'ailleurs, qui poussent le joueur à se connecter régulièrement. Avec son système de personnalisation progressive, ses 8 maps et ses 3 modes de jeu qui ne réinventent pas grand chose, sur le papier, on pourrait trouver l'expérience multi d'Uncharted 4 au pire un peu sèche, au mieux pas vraiment originale. Pourtant, il se dégage de chaque partie un dynamisme omniprésent, avec de l'action dans tous les sens. Le jeu multiplie les possibilités de situations héroïques, où l'on shoot quelqu'un après une roulade, mais avant d'esquiver une explosion de grenade en sautant pour balancer son grappin et atterrir sur le visage d'un autre mec qui avait rien à voir, mais qui était en train de se friter avec ton pote qui tentait de ranimer la meuf parce qu'elle venait juste d'achever le complice. Enfin bref, vous voyez le délire. Et cette rapidité, cette fluidité dans l'action est évidemment rendue possible grâce à ce choix judicieux de passer le tout en 60 images par seconde, quitte à perdre un peu en résolution. Et si le nombre de modes de jeu est relativement restreint, que l'absence de coop se fait clairement ressentir et qu'on ne trouve que 8 maps pour le moment, on sait que Naughty Dog a prévu de sortir du DLC entièrement gratos dans les mois à venir, et ce jusqu'au printemps 2017.
Du contenu qui proposera de la map supplémentaire évidemment, mais aussi d'autres modes de jeu et de la coop justement. Autant de raisons qui nous invitent à envisager quelques heures de plaisir supplémentaires sur cet Uncharted 4. Toi, tu bougeras. Tu me remercieras dans tes mémoires. Beaucoup de skill dans cette critique quand même, Médoc. Là. Ouais. Fort teneur en skill, on aurait presque eu l'impression qu'il a été présenté par Sébastien Ruchet. Ah ouais, carrément, donc skill. Quoi. Comme ça, skill. Bah écoute, merci. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où on tourne l'émission, j'ai pas encore fait les saisies du jeu. Voilà. Donc voilà, si je me fous la honte, ça fera rire tout le monde. Et puis si en revanche j'assure, bah, les gens diront ah oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais, il est gentil de le relever. C'est ça. En revanche, t'as déjà fait les saisies pour Shadow of the Beast. Bien sûr. Et là, on sait d'ores et déjà qu'il y a du skill. Ah oui. Attention, là, il y a des kills, il y a du kill streak. Voilà, donc c'est du skill trick. Enfin, finalement, c'est presque une contrepétrie. Au final, ouais, bah, tout de suite, je vous propose de regarder la critique de Shadow of the Beast sur PS4. Sorti en 1989 sur Amiga, puis sur tout un tas de machines au début des années 90, Shadow of the Beast fait partie de ces titres qui ont marqué une partie des joueurs d'un certain âge. Si le jeu n'était clairement pas une tuerie monumentale, proposant une expérience un peu sèche mêlant action et plateforme, il arrivait toutefois à séduire avec son bestiaire particulier, ses graphismes à la pointe de ce qui se faisait à l'époque, et surtout, ses scrollings différentiels à 13 plans. Bénéficiant d'une sympathique aura auprès de pas mal de joueurs donc, on se demanderait presque pourquoi un remake n'a pas été envisagé beaucoup plus tôt. Quoi qu'il en soit, Shadow of the Beast sur PS4 se pointe avec un setting similaire au jeu de l'époque. Vous êtes Abron, un homme kidnappé à la naissance et corrompu dans tous les sens afin de devenir une bête sanguinaire au service de Maléthos, un style de tyran. Tenu en laisse au début du jeu, vous déchiquetez tout ce qui vous arrive dessus pour finalement vous retrouver face à une situation complètement familière. Un père qui essaye de protéger son gosse d'un enlèvement. Et ce n'est qu'une fois ce père buté que se déclenchent en vous des flashs qui vous rappellent votre histoire. Vénère comme l'enfer, vous décidez de vous retourner contre vos maîtres, en commençant par Zelek, celui qui vous tenait en laisse jusque-là. La suite est une succession de violences commises sur ceux qui se mettent entre vous et votre vengeance. Les développeurs ont donc conservé ces bases narratives, en les étoffant toutefois un peu, notamment à travers ces events que le joueur débloque et qui donnent un peu plus d'épaisseur aux différents personnages et au monde dans lequel vous évoluez. On retrouve également les principes mêmes du jeu d'origine. On avance, on se tape quelques phases de plateforme et on chlasse des ennemis à la queue leu-leu. Sauf qu'ici, quelques mécaniques nouvelles ont été mises en place, afin d'apporter un peu de variété à l'ensemble. Outre l'attaque de base qui sèche un ennemi en un coup, on peut désormais étourdir ou même choper son adversaire. Des moves spéciaux ont aussi été rajoutés, comme la possibilité de se nourrir littéralement du sang de sa victime pour regagner de la vie, ou bien la remplir salement afin de faire grimper le score. Le jeu mise d'ailleurs pas mal sur la dimension scoring, en octroyant plus de points si le timing de nos attaques est parfait, ou si l'on ne se fait pas toucher par exemple. Et avec ses files indiennes d'ennemis et ses passages en mode rage, on a limite parfois l'impression d'être dans un rhythm game. Bon, un rhythm game un peu spécial. A noter qu'entreprendre des actions particulières comme le mode rage ou le fait de se régénérer sur le dos de l'ennemi consomme des barres de sang, qui se remplissent évidemment au fil des kills effectués. Il existe aussi une autre grosse attaque, un genre de smart bomb, qui elle tape dans une autre ressource, utile lorsqu'on est à court de sang et d'idées. En tuant ou en explorant, on marque donc des points, qui se transforment à la fin du niveau en mana. Il est alors possible de le dépenser pour upgrader son personnage bien sûr, mais aussi pour obtenir d'autres bonus plutôt sympathiques pour le coup, comme le fait d'apprendre un langage, et ainsi comprendre ce qui se dit durant les cutscenes, ou bien encore choper la version originale de Shadow of the Beast, avec des cheats en option. C'est bien, ça fait plaisir aux joueurs de la première heure, tout comme ses références directes à travers certains monstres du bestiaire, ou encore la possibilité à terme de se balader avec un fusil à plasma. Ce qui est tragique en revanche, c'est que ce remake semble rester également fidèle aux défauts de l'épisode de base. Abron est terriblement lourd à contrôler. Et chaque situation de plateforme est une véritable plaie pour tout le monde, ceux qui jouent et ceux qui regardent. On aurait clairement apprécié beaucoup plus de sensibilité et de réactivité dans les mouvements. Shadow of the Beast tente d'apporter de la variété à son gameplay, avec des mécaniques de contre, de stun, des QTE, des défis lancés online à d'autres joueurs, des leaderboards, mais le fait est qu'à l'instar du jeu dont il est issu, on peut trouver la difficulté complètement déséquilibrée et le principe même du jeu un peu chiant à la longue. Reste aux joueurs la possibilité de se faire plaisir avec des graphismes vraiment pas dégueux et un arrière-plan lui aussi plutôt bien fait.
Ah bah comme sur Amiga en fait. Voilà pour Shadow of the Beast. Alors moi j'étais assez content de pouvoir tâter cette version PS4 parce que j'ai comme pas mal d'autres joueurs peut-être qui nous suivent. Moi j'avais joué en 89 sur Amiga évidemment parce que vu que les Amiga c'était mieux que les Atari, moi j'avais un Amiga. C'est ce qui se dit en tout cas. Et donc j'avais pu jouer, donc c'est marrant un petit peu de voir ce qui a été fait à l'époque, ce qu'ont retenu les développeurs de ce qui a été fait à l'époque et pour essayer de proposer quelque chose de plus 2016, même si tout n'a pas été réussi dans l'exercice, moi j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que toi, il y a une vieille franchise, un jeu auquel tu as joué à l'époque et que tu aimerais voir ressurgir aujourd'hui sur les consoles? Sur les consoles actuelles, ouais. Bah écoute, moi je suis un peu vacciné contre ça, dans le sens où ça aurait pu être Karateka, que j'avais, c'est un des rares jeux ordinateur, un des jeux micro auxquels j'avais joué gamin, parce que c'était, voilà, mon père avait Apple... C'était Apple II, putain, je sais plus, j'étais trop jeune pour ça, je crois que c'était Apple II. Et j'avais joué à ça, c'était mes premiers jeux vidéo, tu vois, c'était cool. Et donc quand j'ai entendu parler, c'était il y a quoi, peut-être 2 ans, 3 ans maintenant. Oh, nouveau Karateka, j'étais cool. Mais en fait, non, pas cool du tout, pas cool du tout. Donc non, vacciné maintenant, tu vois, c'est à jamais gravé dans le cœur et dans le corps. Ouais. C'est cette cicatrice qui ne se refermera jamais. Voilà, regardez ce que vous avez fait. On vous félicite. On ne félicite pas évidemment. Uncharted 4, le multi, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer parce que c'est dynamique, c'est rapide, c'est fluide. C'est fluide. Parce que ce choix dont tu parles, je crois, bon, le jeu étant, c'est pas du 1080 tout à fait le solo, 30 FPS. Faire le choix de passer en 720 mais 60 pour le multi, c'est un choix tellement judicieux, je trouve. Il faudrait que tout le monde fasse ça. Quand il y a des modes multi, bon, le mieux étant toujours du 1080-60 quand on peut, mais c'est quand il y a des choix à faire, je trouve ce choix-là très pertinent. D'autant que là, c'est vraiment tu dois très très vite comprendre les différentes synergies qui s'opèrent autour de toi, les dynamiques, où se trouve ton équipe, tu dois arriver vite, ça va vite quoi, c'est vraiment, tu t'envoies ton grappin, tu sautes, tu mets une patate, tu tires, t'as pas le temps de recharger, qu'il se passe un truc, tu dois faire une roulade, tout ça, donc ça aurait été injouable s'il y avait eu des petits ralentissements, bien sûr, trucs et il arrive quand même, le mode multi, à conserver, voilà, un certain standard graphique, bien c'est pas dégueulasse, même si les arènes sont petites, c'est pas dégueulasse, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce multi là, comme j'en ai pris sur les autres multi d'Uncharted précédents. Et j'en ai profité, moi, pour jouer au solo, parce que c'est toi qui avais fait la critique. pas eu l'occasion quand on en avait parlé la dernière fois. Bien sûr, mais d'ailleurs, on vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu la critique du solo d'Uncharted 4, à jeter un œil sur Noco. Donc moi, j'ai joué un petit peu au solo pour voir, voilà, est-ce qu'il dit vrai, Kevin? Parce qu'on ne se fait pas confiance. Ben oui, c'est ça, non, jamais. Ça. Il dit des trucs, on dit, oui, non, j'ai regardé, oui. Et après, nous-mêmes, on teste pour voir. Voilà, c'est normal. Non, effectivement, il avait raison. Mais cela dit, on en a pas mal parlé quand il a joué. C'est l'occasion peut-être de rappeler qu'il y a des trucs qui fonctionnent extrêmement bien. Évidemment, mais là encore dans le solo, mais beaucoup de plaisir, beaucoup de kiff déjà, je trouve. Une générosité, le truc c'est long, hein, l'expérience elle est longue et des phases mais épiques. Mais justement, en fait, je prenais du plaisir que sur ces phases épiques. Il y en a beaucoup, les trucs où t'es en moto, ou les trucs où la maison elle s'écroule, ou la montagne elle s'écroule, où il y a des explosions dans tous les sens et tout. Mais à part ça, tout ce qui est gunfight, d'accord, ok. Et mécanique de discrétion, d'accord, ok. Et grimpe aussi, parce que tu passes beaucoup de temps à faire de la grimpe et tout. C'est vrai que c'est bien fait, c'est joli, mais au final, t'es là, t'appuies sur croix, tu sautes. Et tu n'es jamais en danger. C'est quelque chose dont j'ai pas trop parlé dans la critique, mais qui est un problème aussi pour moi. Des fois, ça s'écroule et tu dois monter vite. Oui, voilà, quelques rares fois, effectivement. Pour pas tomber, pour pas mourir. Mais sinon, tu vois, tu n'es pas vraiment. Il y a un décalage. Ça rejoint un peu ce côté cinéma contre jeu vidéo, tu vois. C'est que le personnage est en danger. Dans la diégèse du jeu, il est en danger, mais en fait non, toi tu ne l'es pas en tant que joueur et en tant que personnage de jeu vidéo, il ne l'est pas quand il escalade, il peut rester. J'avais pas, moi j'ai pas peur. J'ai dit t'as jamais peur, c'est ça. Et c'est dommage peut-être qu'une petite jauge d'endurance ou tu sais quelque chose. À la Shadow of the Colossus peut-être. Voilà, sans forcément que ça devienne un truc hardcore où il faille aller super vite tout le temps, mais un petit truc qui te met un tout petit peu plus de pression et qui fait que
c'est plus difficile de rester une heure derrière une paroi et de faire... qui tient éveillé, ça, qui tient focus. Oui, c'est sur ça, ton truc. c'est de l'esbrouf presque, mais ça peut... Voilà, mais en attendant, l'expérience, j'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire. Je le retiendrai surtout pour l'aspect narratif, moi, perso, je pense. Et visuel, évidemment. Bien sûr. Visuel, le jeu, c'est sur PS4, sur console. Ouais, sur et console, c'est impressionnant. C'est ce qui se fait mieux. Donc voilà, beaucoup de plaisir. Au final, toi, moi, j'ai kiffé mon classé 18+. Bah écoute, très bien. Voilà. C'était un classé 18+, placé sous ton signe, sous le signe de toi. Tu l'as sponsorisé. C'est toi qui as un peu touché J'étais dans en ce classé billboard. 18+. C'est moi qui... Faudrait que tu fasses un petit billboard. Médoc vous présente classé 18+, présenté par Médoc aussi. Voilà, bah merci beaucoup pour ce classé 18+. Merci à toi de m'avoir permis, merci à vous aussi de nous permettre toutes les 2 semaines de vous fournir des programmes de ce style. C'est ça. On se retrouve dans 2 semaines. A priori dans 2 semaines. On tease ou on tease pas du coup on tease. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai envie de dire quand même Doom. Parce que on aurait pu s'attendre à ce qu'on l'ait cette fois-ci, mais on l'a reçu trop tard. On vient de le recevoir à l'heure où on tourne cette émission. Donc évidemment, Doom dans le prochain classé 18+. Ça va être bien ça, putain. Bon, à bientôt. À bientôt.